Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Gosselin Maréchal, ça fait pareil, ça se dit pareil. Je veux dire comme Mario. Bonjour, Francis. Bonjour, Isabelle. Là, tu vas me parler de Lion Électrique, dont on a beaucoup parlé parce que c'est une entreprise qu'on pensait finalement... Moi, je suis très fan des véhicules électriques, comme tu le sais. Je pense que tu le sais. Puis, je trouve que, tu sais, dans le domaine de l'automobile individuelle, il y a encore du chemin à faire, là, puis on pourrait parler de ça spécifiquement. Mais, tu sais, ça va bien. Il y en a de plus en plus de modèles. Les gens... tranquillement, les mentalités changent. Mais ça reste que c'est insuffisant, tu sais. Puis il y a tout un plan. C'est cher. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est insuffisant. Le véhicule individuel, c'est une partie de la solution, mais le transport de marchandises, le transport des colliers. Tout à fait. Je voyais cette semaine un bateau en Chine, un porte-conteneur électrique. Mais c'est dur faire ces transitions-là dans ces secteurs-là. Puis on a au Québec la chance d'avoir Lion Électrique, donc, qui fait des autobus et des camions électriques. Et ça va pas très bien. Fait que c'est pour ça qu'on en parle souvent. On a investi des centaines de millions de dollars d'argent public là-dedans, investi, de subventionner. Puis l'entreprise qui à une époque dont l'action valait 25 $ plus, aujourd'hui elle vaut moins d'1 $. Là. Donc, c'est sérieux? Ce qu'on appelle un penny stock dans l'univers financier. Donc c'est triste. Puis et c'est là où peut-être ça vaut-tu la peine d'en racheter? Est-ce que ça va se relever? je disais en studio plus tôt aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des bitcoins. On ne sait pas, ça va monter, ça va baisser. J'ai l'impression, sans dire que Lion Électrique, c'est comme un bitcoin, mais honnêtement, pour moi, il y a comme deux trajectoires. Soit ils vont mourir, parce qu'à ce stade-ci, là, il reste 5 millions dans le compte de banque. Là. Ce que je comprends, c'est qu'il faut un apport de nouveau cash, puis je suis pas certain que les gens se pressent. Mais est-ce qu'ils vendent leur production? Ils en vendent, mais tu connais un peu l'univers des startups, Isabelle? Oui, mais explique-le pour le bénéfice de nos mais donc, généralement, quand on prend Tesla ou une entreprise, mettons, de service ou qui fait une application, généralement, les premières années, tu vas perdre de l'argent. C'est clair. Mais tu gagnes du revenu ou tu gagnes des utilisateurs. Ou il y a comme une métrique que tu suis qui est comme « Ah, ça grandit, fait que je vais perdre de l'argent. » Le problème avec Lion, c'est que là, ils ont fait 55,2 millions de ventes. L'année dernière, ils avaient fait 54,7. Fait que grosso modo, là, les ventes sont pareilles, puis ils perdent des millions de dollars de plus que l'année dernière, malgré les coupures d'emplois qu'on a annoncées dans les dernières semaines. Donc, c'est vraiment une entreprise, les indicateurs s'en vont pas dans la bonne direction. Puis là, comme je le disais... Une restructuration? Mais tu sais, je pense que c'est 300 personnes en tout qui ont été licenciées. C'est une restructuration. Ils blâment évidemment, puis à raison, là, le gouvernement qui est très lent à mettre en place le fameux programme d'acquisition d'autobus là, dans différentes régions du Canada. Ça limite leur capacité à les vendre, à les distribuer, mais ça reste que même sur le nombre de véhicules produits, ils sont inférieurs à l'an dernier. Tu sais, c'est plein d'indicateurs qui, pour moi, qui regardent un peu cet univers-là de l'innovation technologique, là, ils s'en vont pas à la bonne place. Donc là, possiblement que l'entreprise va devoir être sauvée là, par un autre acteur, là, peut-être, je ne sais pas lequel, mais éventuellement, à la valorisation boursière qu'ils ont maintenant, ce serait facile pour un acteur majeur de venir les acheter. C'est 200 millions de dollars, là, ce qui, pour toi et moi, est beaucoup d'argent, mais dans l'univers des grands manufacturiers, GM, là, 200 millions, c'est après la virgule. Fait que, ultimement, n'importe quel grand acteur automobile pourrait venir mettre la main là-dessus, puis peut-être éventuellement investir davantage. C'est intéressant quand même. Le produit reste fabuleux. C'est juste qu'ils ont de la misère à le sortir, malheureusement. Puis bon, mais tu parlais de l'univers des startups, c'est difficile. Puis tu sais que je suis l'instigateur des fail camps au Québec. Donc peut-être qu'un jour on aura... je le souhaite pas. Je veux pas dire ça en ondes, mais tu sais, dans l'univers des startups, en tout cas, il y en a qui réussissent pas. Puis tu sais quoi, c'est une source d'apprentissage. Puis on réessaye. Fait que je leur souhaite la meilleure des chances. Il pourrait y avoir un bon samaritain ou peut-être que M. Fitzgibbon, il va se lever du bon pied demain matin puis qu'il va faire un chèque. Mais encore une fois, plus ça va, moins c'est probable des situations comme celle-là. Des postes budgétaires donc plus importants chez Hydro. On a vu aussi il y avait comme aussi de nombreux bonis.
je pense, Oui. qui Ouais, ont mais été versés. Ouais, On a ouais. vu ça. En cybersécurité aussi et en élagage. Oui, exact. Moi, honnêtement, je me réjouis de ça. Isabelle, j'ai l'impression que Hydro est comme rentré dans une... Ben là, c'est depuis que M. Sabia est là, notamment, mais puis j'aimais beaucoup Mme Brochu avant, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment rentré dans une période là, où Hydro-Québec prend sa mission beaucoup plus au sérieux. Puis je m'explique. Tu sais, on a eu cette année là, beaucoup de pannes pour plein de raisons, puis souvent, on avait l'impression que c'était pas comme... Tu sais, c'était pas la tempête du siècle. Tu sais, c'était comme une petite neige, là, bon, tardive, lourde. Mais tu sais, ça reste que des centaines de milliers de ménages qui étaient privés d'électricité. On est supposé d'être comme les meilleurs au monde en électricité au Québec. Comment c'est possible que, tu sais, une neige, là, il y en a de la neige, là. Comment c'est possible qu'une petite neige fasse tomber autant? Et donc là, ce qu'on apprend aujourd'hui, là, c'est que, ben, ces derniers jours, c'est que, notamment, ils vont doubler le budget pour élaguer. Et donc, ça veut dire là, qu'ils vont nettoyer vraiment. C'est ça. Nettoyer, là, pas qu'il y ait rien qui gêne les fils des puis les dizaines de transformateurs. milliers de kilomètres. Là, tu comprends? Ouais. C'est pas toi puis moi avec des cutters. Là. Tu sais, c'est de la grosse job. Non, ça, c'est sûr. On parle de millions de dollars là, qui vont être investis. C'est une vraie job. Puis pour moi, à la fin, tu as raison. Il y a de la bonification qui était-elle justifiée ou pas. C'est sûr que ça va faire baisser l'argent qui va être remis à l'État québécois aussi. Ça, M. Legault, il sera pas trop content de ça. Mais à la fin, je pense que Hydro a tout à gagner d'avoir un service qui est fiable 99,9% du temps. Puis en plus, quand t'es down, mais t'en consommes pas d'énergie, tu la payes pas. Puis pire encore, il y a des usines qui roulent plus, il y a des entreprises qui sont à l'arrêt. Puis ça, c'est de la création de valeur économique qu'on perd. La même chose du côté de la cybersécurité. Là, il y a eu une panne, j'avais même pas eu conscience de ça, mais à un moment donné, le site web et l'application de Hydro-Québec avaient été interrompus par une attaque informatique. Ils ont aussi doublé le budget, doublé le nombre de personnes là-dedans. Tu sais, on parle souvent des scénarios catastrophes là, dans l'avenir, là, mais sûr qu'Isabelle, demain, là, Hydro-Québec serait mise à l'arrêt pendant 1 mois à l'échelle de la province. Là. Genre, je réponds plus de moi-même. Il n'y aurait plus de studio, il n'y aurait plus de télé, il n'y aurait plus de rien. Là. Comment que je rechargerais mon auto électrique? Là? Tu sais, je veux dire, t'imagines toute la province, pas d'électricité. Je veux dire, c'est un scénario un peu absurde, mais il y a aujourd'hui des hackers. Ben, pendant la crise du verglas, on a vécu quand même beaucoup de gens là, ont été vraiment donc, mal pris. La cybersécurité devient une nouvelle menace qu'il faut, je pense, prendre au sérieux. Puis je me réjouis, en fait, même si ça peut sembler être de l'argent un peu... Non, c'est important. Qui n'a pas un impact immédiat, c'est très important, de se prémunir de ça. Oui, plus que les bonnies. Plus que les bonnies. Je voulais qu'on parle du niveau de vie des Québécois aussi, parce que tu dis qu'il est en progression. Oui. Moi, je suis un optimiste dans la vie, Isabelle, puis j'en ai un peu contre cette espèce de rumeur, là, parce que, tu sais, entre économistes, là, chacun utilise ces chiffres-là, mais depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on s'enrichit au Québec. Selon à peu près toutes les mesures. Puis je sais que la vie coûte cher, puis que le logement est difficile. Je dis pas qu'il n'y a pas plein de problèmes, puis qu'il faut pas les régler, mais on s'enrichit au Québec. Puis tu sais, dans la comparaison notamment avec l'Ontario, sur plein de métriques, ça va super bien au Québec. Puis je trouve qu'on est très bon à s'auto-flageller, puis à se dire que ça va mal, puis bon, critiquer toutes sortes de choses. Mais dans les faits, le chômage n'a jamais été aussi bon. Tu sais, le salaire minimum augmente beaucoup plus rapidement que l'inflation. Il y a beaucoup moins de pauvreté. Puis il y a eu ce colloque donc, qui a été organisé la semaine dernière à l'UQAM avec 3 éminents là, économistes à la retraite, Pierre Fortin, Steve Ambler puis Louis Faneuf. Puis c'était un peu leur constat. Puis, tu sais, c'est des messieurs de 70 ans. Là, ils n'ont plus rien à gagner. Là, ils sont plus dans le jeu politique. Et ce qu'ils viennent dire, c'est qu'en fait, eux, au terme d'une carrière de 40 ans d'économie, là, ils sont impressionnés de la performance du Québec depuis qu'ils travaillent dans cet univers-là. Fait que je voulais juste comme rappeler aux auditeurs, tu sais, que il y a plein d'affaires qui tournent pas rond au Québec. Je dis pas le contraire, mais il faut quand même aussi prendre acte de la progression importante qu'on a faite dans la province, surtout dans la Confédération canadienne. Puis après, de cette richesse-là, on peut essayer de trouver des solutions pour s'aider les uns les autres, pour mettre un terme à la crise de l'itinérance, du logement, à certaines formes de pauvreté qui persistent. Mais encore une fois, on a plus de moyens qu'on n'en a jamais eu en 2024. C'est sûr, mais il y a des souches dans les classes moyennes, entre autres. Par exemple, la classe moyenne inférieure qui se sent mieux de pas. Là. Ça, c'est documenté. Là. Tu peux appeler François Delorme de l'Université de Sherbrooke qui a documenté notamment beaucoup ça. Et j'ai fait un documentaire là-dessus, puis je pense que les chiffres, on les a pas trafiqués. C'est bel et bien ça. Puis il y a effectivement une catégorie, puis en même temps, puis je me souviens de ce que Bernard Landry m'avait dit à l'époque dans une entrevue. Pour lui, un riche Québécois, c'était 75 000 et plus. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, tu peux dire, ben oui, on est drôlement plus riche qu'on était. Mais si tu regardes la création de richesse individuelle, écoute,
j'ai pas les chiffres que Pierre Fortin aurait donné la semaine dernière. Je serais bien curieuse de les voir. Moi, c'est pas ce que je voyais, puis c'est pas ce qu'on m'a dit non plus. T'sais. Encore une fois, ça dépend toujours de la période d'observation, mais je pense que sur le long terme, en tout cas, le Québec s'améliore. Mais tu sais quoi, c'est les programmes sociaux qui font que les familles, par exemple, sont beaucoup plus avantagées. C'est vrai qu'au Québec, tu as une famille, tu as des enfants. Tu es mieux d'être au Québec qu'en Ontario. 100%. Ça, c'est sûr. Puis de ce point de vue-là, c'est une décision qu'on a prise, c'est-à-dire de financer ce filet social qui est payé par les 75 000 les plus riches de Bernard Landry. Feu Bernard Landry. 75 000 doit être rendu 100 000. Oui, exactement. Alors, les profs sont rendus 100 000. Fait que, Mais je voulais peut-être une petite affaire là-dessus. J'ai fait une étude spécifiquement là-dessus en 2021 avec l'Institut du Québec là, à HEC, où on regardait les inégalités. Puis là-dessus aussi, le Québec fait très bien dans la Fédération canadienne. Et tu as tout à fait raison, Isabelle. Quand tu prends les salaires puis les émoluments avant impôt, là, avant toute forme de transfert, on n'est pas très bon. C'est très inégal, le Québec. Il y a des très riches puis beaucoup de pauvres. Oui. Mais quand tu rajoutes la strate, les transferts, les paiements, les affaires pour les personnes âgées, les garderies... il y a beaucoup de crédits d'impôt, finalement. Et au final, après donc intervention de l'État, le Québec est la province, en fait, une des deux provinces les plus égalitaires de toutes. Et donc, évidemment, au détriment de beaucoup d'impôts. Exactement. C'est pour ça que, quand on dit qu'il y a à peu près 40-42% des Québécois qui ne payent pas d'impôts, c'est pas parce qu'il y a 40% de gens qui sont démunis et qui ne font pas assez d'argent. C'est qu'une fois qu'on a... Ils en ont reçu plus qu'ils en ont donné. C'est ça. Alors, mais Marc, tant mieux. J'espère que certains arrivent à se créer de la richesse. C'est ce que François Legault nous dit souvent. Comment créer de la richesse? Il a fait un peu cette obsession. Il se compare beaucoup à l'Ontario. Tout à fait. Puis, c'est pas mauvais, la création de richesse comme outil pour tant mieux dans la vie. La conclusion un peu pessimiste de tout ça, si je peux me prendre un instant, mais c'est qu'en fait, pour créer de la richesse, comme tu l'évoques, puis ce qui va être porteur de cet enrichissement, dans 40 ans, là, si on prend encore le temps long, c'est qu'il faut investir beaucoup plus en recherche, investir beaucoup plus en innovation. Puis ça, le Québec, malheureusement, fait pas très bien ça. Donc, on a fait un gros bond en avant depuis 40 ans. Mais si on veut s'assurer de continuer sur cette lancée-là dans les 40 prochaines, il va falloir très rapidement se remettre à investir. Pas juste dans de la brique puis du mortier, parce que les gens aujourd'hui mettent une grosse partie de leur richesse, mais de la R&D, dans l'innovation, dans bâtir les capacités, bâtir les compagnies, bâtir les connaissances de demain. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui le font au Québec, mais quand on se compare avec les autres provinces, l'Ontario, évidemment, mais même l'Alberta et la Colombie-Britannique, on est un petit peu en retard là, en matière de pourcentage de notre richesse qu'on a investi là-dedans. Puis c'est ces dollars-là qui demain vont... C'est ce 1 $-là qui demain va donner 2 $, puis 3 $, puis 4 $. T'as raison. Donc, il faut faire ces paris-là davantage. Avant qu'on se quitte, Francis, je voulais avoir ta réaction sur cette histoire du Journal de Montréal, ce couple de gens de 24 et 26 ans qui ont une bonne maman qui a décidé de... Elle leur a dit, j'ai peut-être pas la mise de fonds pour vous prêter pour vous acheter un logement parce que le couple travaille tous les deux. Mais là, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient accéder à la propriété, donc se créer un petit peu de richesse, là, ben il fallait qu'ils retournent chez maman. Et là, la mère a dit, ben venez à la maison, on va même vous payer la bouffe puis l'hydro. Ouais. Mais c'est le retour du Tanguy, Francis. Oui, mais honnêtement, j'ai rigolé en voyant ça aujourd'hui, mais en même temps, j'ai souvent fait la comparaison avec mon groupe d'amis immédiats. Puis, moi, je suis parti de la maison à 17 ans, j'ai fait des études, j'ai fait un doctorat, je me suis endetté pour faire des études, j'allais habiter en Europe, ça coûte très cher la vie en Europe, même si j'ai un petit appart. Puis, je comparais avec un de mes amis qui, lui, a fait juste un baccalauréat, ce qui est très louable, puis qui a habité chez ses parents tout ce temps-là. Les dizaines de milliers de dollars, comme, mettons qu'on travaillait les deux chez Subway, là, comme, à salaire constant, les dizaines de milliers de dollars que lui avait de plus que moi. Qui a économisé, à 25 ans. C'est comme... Fait si vous cherchez des solutions puis que vous avez des parents puis qui ont une grosse cabane ou même une moyenne cabane, c'est sûr que c'est une bonne solution. Même juste un an, tu vas sauver 1000, 1500, c'est 1800 par mois. C'est 25 000 $ de loyer par année là, que tu vas économiser. C'est presque une mise de fonds. Moi, je l'ai dit à ma plus jeune. Tu le mets dans un tu veux la ramener chez vous? Non. Même ma plus vieille, j'essaye tout le temps, mais parce que j'aimerais ça qu'elle revienne à vivre à la maison, tu comprends? Mais même ma plus jeune, qui est encore à la maison, je dis, puis qui voit ses amis là, ils vont en appartement
appartement, puis là, ça veut, tu sais, je dis, écoute, ta meilleure décision d'affaires, moi, si j'étais à toi, je collerais à la maison un petit peu. Oui. Elle a bien incorporé puis ça. comme tu le sais, je prêche à une convaincue, mais plus tôt tu fais ça dans la vie, puis ça te donne évidemment plus rapidement l'accès à d'autres capitales. Puis il faut s'ouvrir un CELIAP, puis mettre de l'argent dans ton CELIAP. Même si c'est quelques dollars. C'est mieux que rien. Commencer à quelque part. Exact. Hey, merci, Francis. Merci, Isabelle. À demain. Francis Gosselin. Isabelle Maréchal.